Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Alors moi ça me fait super plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler ensemble de la condition humaine. Et alors ça, mais c'est un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous depuis très très longtemps maintenant. Donc voilà, ça me fait plaisir qu'on y soit enfin. Par contre, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, faut que je vous prévienne que ça va être une vidéo un petit peu particulière hein, aujourd'hui, en tout cas un peu atypique par rapport aux vidéos que je vous fais d'habitude sur cette chaîne. Et donc avant qu'on commence les choses sérieuses, il y a deux trois petits points hein, sur lesquels il faut que je vous avertisse. Quand même. Déjà, premier point, les informations que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont pas de moi. En fait, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux d'un certain Jeremy Griffith. Alors, Jeremy Griffith, qui c'est C'est un biologiste australien qui a travaillé sur le thème de la condition humaine pendant l'essentiel de sa carrière. Alors, il a écrit de nombreux livres sur le sujet. Il a aussi donné des interviews, il a fait des conférences dont vous pouvez retrouver les vidéos et les transcriptions sur Internet. Et au passage, tout ça en accès complètement gratuit. Parce qu'en fait, c'est une volonté de l'auteur de faire en sorte que ces travaux soient vraiment accessibles au plus grand nombre. Alors, je vous ai mis en dessous de la vidéo les liens vers les travaux originaux de l'auteur, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Mais donc voilà, c'est sur un peu tous ces travaux-là, hein, de façon transversale, que je vais m'appuyer pour vous présenter donc, les informations de cette vidéo. Ensuite, Jeremy Griffith, alors, il est biologiste, hein, comme je vous disais, et ça veut dire que dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de science, les amis. Et alors, si on parle de science, je ne devrais pas avoir à le dire, mais je vais le dire quand même, on est d'accord, on part tous sur les mêmes bases. Hein. C'est-à-dire que l'univers a plusieurs milliards d'années, l'évolution est un fait, la Terre est ronde. Hein. Non, parce que si on n'est pas d'accord là-dessus, là, je vous annonce, pour ce qui va suivre, ça va être compliqué un petit peu. Voilà. Je ne sais pas si c'était nécessaire, mais bon, c'est dit. Troisième point, cette vidéo elle va être un petit peu atypique aussi parce que en fait, pour la première fois depuis le début de cette chaîne, je suis en train de vous faire une vidéo dans laquelle je comprends pas à 100% tout ce que je vais raconter. Alors je vous expliquerai pourquoi à la fin, mais je préférais vous avertir d'entrée de jeu que ce que vous allez retrouver dans cette vidéo, quelque part, c'est pas juste les idées de l'auteur, c'est les idées de l'auteur telles que moi, je les ai comprises. Et c'est pas la même chose. Il y a un filtre, mais je peux pas l'éviter, en fait. Alors, pour quand même limiter le risque d'erreur, bien évidemment, je vais essayer de rester fidèle le plus possible aux propos de l'auteur. Mais voilà, si jamais je devais m'en éloigner à un moment donné, vous savez que c'est pas une intention de ma part. Et encore une fois, vous avez de toute façon le lien vers les travaux originaux de l'auteur hein, pour vous y référer et faire le point sur les questions que vous pourriez avoir et voir s'il y a eu un écart ou pas. Bon et enfin, dernier point et pas des moindres, il faut que je vous avertisse que d'après l'auteur, la première fois que des gens tombent sur les informations que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui, ça peut leur faire tout drôle. Alors tout le monde ne réagit pas de la même façon. Il y a des gens qui tout simplement vont pas réussir à comprendre les informations qu'on leur présente, qui vont avoir l'impression de planer complètement. Il y en a qui vont rejeter l'information, il y en a qui vont se mettre en colère, il y en a qui peuvent même se mettre à déprimer parfois. Alors, du coup, comment est-ce que vous allez réagir à cette vidéo? Je ne peux pas savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas toujours facile à appréhender, voilà, la première fois qu'on entend parler de ce sujet. Donc, voilà, ça aussi, je préfère vous prévenir dès le début. Si jamais, en regardant la vidéo, vous avez l'impression de vous sentir un petit peu perdu, si vous avez l'impression de ne pas trop savoir où je veux en venir ou de pourquoi je vous parle de ça, voilà, quelque part c'est normal, vous découragez pas, et c'est que ça prend un peu de temps, en fait, pour appréhender les informations que je vais vous présenter. Voilà.
Bon, et bien ça c'est dit, du coup maintenant c'est bon, on peut y aller. Donc déjà pour commencer, la condition humaine, qu'est-ce que c'est? Ben, d'après Jeremy Griffith, étudier la condition humaine, c'est étudier pourquoi nous, les êtres humains, en tant qu'espèce, on adopte des comportements destructeurs sur cette planète. Lui, c'est ça qu'il a cherché à étudier. Et je le précise parce que si vous vous intéressez un petit peu au domaine de la philosophie, bah, vous avez certainement entendu régulièrement des philosophes qui emploient l'expression de condition humaine et qui l'emploient pour désigner le fait qu'en tant qu'êtres humains, bah, on est des êtres qui ont conscience de la mort, par exemple, ou qu'on est des êtres qui sont en capacité de s'interroger sur le sens de l'existence. Ben, Jeremy Griffith, lui, quand il emploie l'expression de la condition humaine, c'est pas ça du tout que ça désigne. Non, lui, il emploie cette expression pour désigner le fait que, bah, en tant qu'espèce humaine, forcé de reconnaître que, bah, au niveau planétaire, on a des comportements destructeurs, on a des comportements qui sont tout sauf idéaux, hein, qui ne sont pas basés sur la coopération, et donc lui, il cherche à expliquer pourquoi, en tant qu'espèce humaine, bah, on a développé un tel comportement. Qu'est-ce qui fait que des millions d'années d'évolution sur cette planète est abouti à l'émergence d'une espèce avec des comportements comme les nôtres? Et qu'est-ce qui fait que, alors qu'on est soi-disant l'espèce la plus intelligente de cette planète, ben, paradoxalement, on agit quand même souvent comme la plus stupide de toutes? Voilà, lui c'est ça qu'il a cherché à expliquer. Parce que lui, tel qu'il voit les choses, les différents enjeux qu'on rencontre sur cette planète à l'heure actuelle, que ce soit alors les différentes guerres qui ont lieu tout autour du globe, que ce soit la faim dans le monde, que ce soit le réchauffement climatique et la destruction de notre environnement, ben, pour lui, tout ça, ce ne sont pas les problèmes principaux. En fait, quelque part, tout ça, ce sont que les symptômes d'un seul et même problème au départ, à savoir nous, hein, les êtres humains. On a un problème. Alors dit comme ça peut paraître assez classique comme discours au premier abord. Hein. Bon, après tout, il y a beaucoup de gens qui affirment que l'être humain serait mauvais par nature, hein, vous savez. Et donc forcément, bah, tous les problèmes viendraient de là. À ce sujet d'ailleurs, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un repas de famille, hein, par exemple, et qu'au cours de l'une de ces grandes discussions dans lesquelles on refait le monde, je pense que vous voyez de quoi je veux parler, que ça vous est arrivé hein, de parler de solutions alternatives un peu originales, hein, histoire d'élever un petit peu les consciences autour de vous, hein, dans l'espoir que les gens autour de vous puissent voir qu'un autre monde est possible. Et si ça vous est déjà arrivé, eh ben je suis sûr que au moins une fois de temps en temps, on vous a répondu que bah ouais ok, ce que vous proposez comme solution, c'est peut-être intéressant à envisager, mais qu'il y a quelque chose que vous oubliez, c'est la nature humaine. Hein, que c'est dans la nature de l'être humain d'être violent, d'être égoïste, d'écraser les autres, etc. Et que du coup, bah, peu importe comment on s'organise, ce sera toujours comme ça. Hein. Les choses à ce niveau-là ne changeront pas. Moi, en tout cas, c'est un argument qu'on m'a sorti un certain nombre de fois. Et puis les gens qui me l'ont sorti, ils avaient l'air d'y tenir à cette idée. J'ai déjà vu des gens hurler et taper du poing sur la table hein, pour affirmer que l'être humain est mauvais. C'était important pour eux. Quoi. Fallait pas contredire ça. Et pourquoi l'être humain serait mauvais? Eh ben parce que dans la nature, les animaux eux-mêmes sont violents, hein, parce qu'ils sont en compétition entre eux pour survivre. Ils ont un instinct de compétition. Et nous, les êtres humains, bah, on est des animaux à la base. Hein, donc nous aussi, on aurait hérité de ces comportements violents et compétitifs. Et c'est pour ça que la nature humaine serait telle qu'elle est. Bon, ben justement, Jeremy Griffith, hein, en tant que biologiste, il se trouve que c'est un expert sur le sujet. Et figurez-vous que lui, en tant qu'expert, eh ben, il n'est pas d'accord avec ça. Mais il n'est pas d'accord du tout. Hein. En fait, lui, il va même jusqu'à affirmer l'exact opposé. C'est-à-dire que, selon lui,
La véritable nature humaine, c'est la coopération et l'amour inconditionnel. Pour les gens auxquels j'ai fait référence il y a un instant qui pensent que la nature humaine est fondamentalement mauvaise, ça doit être intenable d'entendre ça. Mais lui, en tout cas, c'est ce qu'il affirme. Et donc, selon lui, alors déjà, il n'y a absolument rien dans la nature qui expliquerait qu'on aurait développé une nature humaine qui serait violente. Non seulement il n'y a rien qui expliquerait ça, mais en plus pour lui, ce serait fondamentalement hypocrite d'affirmer ça, parce que selon lui, les comportements destructeurs qu'on peut avoir sur la planète n'ont absolument rien à voir avec le comportement des animaux dans la nature. Et pour en parler, alors il prend un exemple très simple, il prend l'exemple d'un lion qui chasse une antilope. Alors, il y a du sang partout, etc. Ben, pour décrire une scène de ce genre, vous auriez peut-être envie de dire que le lion est violent, et encore, mais ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire que le lion est méchant, ou qu'il est mauvais, ou que c'est un psychopathe, ou qu'il est sadique, hein, ou ce genre de choses. Non, tous ces adjectifs, entre autres, ce sont des adjectifs qu'on utiliserait uniquement pour décrire un comportement humain, véritablement. Et si on a des comportements qui sont fondamentalement différents de ceux des animaux dans la nature, ben dans ce cas-là, selon l'auteur, ces comportements, ils peuvent s'expliquer que par ce qui fait véritablement la différence entre nous et les autres animaux, à savoir notre esprit intelligent et conscient. Autrement dit, selon l'auteur, alors encore une fois, il n'y aurait aucun problème en ce qui concerne notre nature humaine, qui, elle, serait véritablement bienveillante, mais on aurait un problème qui serait d'ordre psychologique. La condition humaine, c'est souffrir d'une condition psychologique qui serait extrêmement douloureuse, qui aurait considérablement impacté notre rapport à l'existence, et qui serait à l'origine des comportements non optimaux qu'on peut avoir. Autrement dit, selon l'auteur, en fait, c'est comme si 99% de l'humanité était malade, si on peut dire, et comme 99% d'entre nous sont affectés par cette condition, en fait, cette condition, on ne la voit plus et on la considère comme notre état normal. Sauf que ça l'est pas. Mais ça, selon l'auteur, c'est une bonne nouvelle, parce que si le problème se trouvait véritablement dans notre nature humaine, on ne pourrait pas y faire grand-chose. Alors que si on a un problème qui est d'ordre psychologique, ça peut se soigner. Et alors comment ce problème psychologique se manifeste, en quoi est-ce qu'il consiste et comment est-ce qu'il a émergé? Pour nous présenter tout ça, l'auteur il nous raconte une petite histoire que je vais vous raconter à mon tour. Et donc cette petite histoire, elle commence dès la création de l'univers en fait. Alors l'auteur ne rentre pas dans des explications détaillées du Big Bang par exemple, ou de ce genre de phénomène. Par contre, dès le début de la petite histoire, dès la création de l'univers, Jeremy Griffith, il va mettre Dieu dans l'équation. Jeremy Griffith, il nous parle de Dieu très souvent dans ses travaux, et il nous en donne même sa propre définition. Pour lui, Dieu, c'est ce qu'il appelle le sens intégratif. Très scientifique comme définition de Dieu, vous remarquerez. Et alors, le sens intégratif, c'est quoi? Pour lui, en fait, ça part d'une reconnaissance du fait que l'univers dans lequel on vit semble chercher à toujours s'intégrer davantage, semble chercher à toujours se mettre en ordre davantage. Il ne sait pas pourquoi, et il ne sait pas comment, mais simplement il remarque que notre univers semble avoir cette ambition sous-jacente. Il remarque que dans l'univers, la matière de toutes parts est extrêmement organisée et que l'univers semble chercher à toujours progresser vers un état d'intégration de la matière toujours plus poussé pour former des ensembles toujours plus complexes. Donc c'est ça, le sens intégratif. C'est aussi ça qu'il appelle alors l'intégration, mais aussi la coopération, l'amour inconditionnel. C'est aussi ça qu'il appelle Dieu, et c'est ça qu'il considère comme étant
le sens de la vie. Alors, typiquement, quand il nous dit ça, Jeremy Griffith reconnaît lui-même qu'il n'a pas de preuves scientifiques à apporter vis-à-vis de ce concept du sens intégratif. Il y a une de ses interviews d'ailleurs où il mentionne le fait qu'à une époque, il avait envoyé ses articles de recherche à différentes revues scientifiques et que ça lui était arrivé qu'on lui renvoie ces articles de recherche en lui disant notamment qu'il n'y avait aucune preuve scientifique du sens intégratif de l'univers. Ceci dit, même s'il n'y a pas de preuves scientifiques vis-à-vis de ce concept, par exemple, je pense que pour vous qui suivez cette chaîne, ça ne doit pas vous choquer d'envisager que la règle dans l'univers, quelque part, ce soit l'ordre et pas le chaos. Je ne pense pas que vous soyez choqué par cette idée que l'univers semble chercher à s'organiser toujours davantage, et même s'il n'y a pas de preuves scientifiques vis-à-vis de ce concept, je ne pense pas que ça vous empêche de l'envisager. En ce qui concerne l'auteur, lui, même s'il reconnaît qu'il n'a pas de preuves à apporter vis-à-vis de ce concept, il nous dit simplement que si on observe l'univers autour de nous avec honnêteté, le sens intégratif, il est juste évident, il est juste flagrant, il est juste partout autour de nous. Mais par contre, il faut bien comprendre que ça, c'est une révolution. Parce que dans la science, dans la plupart des discours qu'on entend dans la communauté scientifique, justement, on nous présente un univers qui n'aurait pas de sens et qui ne serait animé par aucune direction, alors que là, tel que Jeremy Griffith nous le présente, l'univers, si, il aurait une direction et un but sous-jacent, à savoir poursuivre l'intégration de la matière. Donc on est sur un changement de paradigme complet. Donc, sous l'impulsion du sens intégratif, la matière va pouvoir s'organiser pour former des ensembles toujours plus complexes. Donc, c'est-à-dire que les différentes particules élémentaires vont former des atomes, qui eux-mêmes vont former des molécules, puis des macromolécules, etc. Et tout ça, ça va être possible parce que, selon l'auteur, et ça c'est très important, parce que les différents éléments du tout vont coopérer entre eux pour former un tout. Sauf qu'à un moment donné, l'univers il va se retrouver face à une limite dans son ambition d'intégration. Ça va arriver à un moment donné, alors que l'auteur situe au début de la vie d'une planète, si j'ai pas compris de travers, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la matière ne va pas pouvoir s'organiser pour former des ensembles plus complexes, parce que ces nouveaux ensembles qui seraient formés ne pourraient pas être stables. Et donc face à cette limite, l'univers il va trouver une solution de contournement en quelque sorte, à travers une molécule aux caractéristiques un peu particulières, à savoir la molécule d'ADN. Parce que la molécule d'ADN, ou son prototype, la molécule d'ARN, ce sont des molécules qui ont la particularité de pouvoir se dupliquer. L'ADN, c'est une molécule qui est formée principalement de cristaux. Ce que je ne savais pas, c'est en lisant l'auteur que je l'ai appris, mais donc elle est formée d'un matériau qui est relativement abondant, au moins sur Terre. Et donc ce qui va se passer, c'est que si une molécule d'ADN est endommagée et qu'elle se retrouve scindée en deux, par exemple, elle va être en capacité d'absorber des cristaux dans son environnement alentour pour se reconstruire. Et donc non seulement elle va se reconstruire, mais en plus à l'arrivée on va se retrouver avec deux molécules d'ADN au lieu d'une. Donc c'est via ce mécanisme que l'univers va pouvoir franchir cette limite et poursuivre sa recherche d'intégration de la matière. Ce qu'il y a, c'est que lorsqu'elles vont apparaître sur la planète, toutes les molécules d'ADN ne vont pas avoir la même forme au départ, et donc il y a des formes qui vont s'avérer être plus résistantes que d'autres. Les molécules avec les formes les plus résistantes vont tendre à se multiplier, tandis que les molécules d'ADN avec les formes les moins résistantes vont tendre à disparaître. Autrement dit, à partir de là, on va avoir le début du phénomène de la sélection naturelle, qui est un mécanisme qu'on connaît bien, mine de rien. Et donc à partir de là, l'intégration va pouvoir continuer, et un peu de la même façon, il y a un moment donné où les molécules d'ADN
vont se mettre à coopérer entre elles pour former des ensembles plus complexes, pour former des organismes unicellulaires, puis des organismes multicellulaires, puis pour permettre à terme l'émergence du règne végétal, puis du règne animal, et tout ça pour arriver au final à un écosystème très complexe comme on le connaît sur Terre à l'heure actuelle. Et donc tout ça, c'est permis par le principe de la sélection naturelle, que l'auteur reconnaît complètement, on est d'accord. Donc à ce stade de la petite histoire, on a vu la logique derrière l'émergence d'un écosystème complexe. Sauf qu'arrivé à ce stade, notre univers qui poursuit son but d'intégration de la matière, il va encore une fois se retrouver confronté à une limite. Et cette limite, c'est qu'à travers le mécanisme de la sélection naturelle, une espèce coopérative qui serait composée d'individus véritablement altruistes, et qui donc serait l'incarnation du sens intégratif dans la matière, ne peut a priori pas émerger. Elle ne peut pas émerger parce que ce que la biologie évolutionnaire nous dit, c'est qu'il n'y a que les individus qui parviennent à survivre et à se reproduire, qui peuvent transmettre leurs gènes. Sauf que survivre et se reproduire, ça c'est des stratégies compétitives, justement. Donc, des individus qui auraient un comportement altruiste dans une espèce, ils auraient tendance à se sacrifier pour le groupe, et donc ils auraient plutôt tendance à disparaître, tandis que des individus égoïstes, eux, ils penseraient à se protéger. Donc il n'y aurait que les individus égoïstes dans une espèce qui pourraient transmettre leurs gènes. Et le principe même de la sélection naturelle, ça suppose la compétition entre les individus. Si dans une espèce les individus coopèrent tous entre eux, il n'y a plus de sélection naturelle, quelque part. Donc à travers le principe de la sélection naturelle, des comportements vraiment altruistes dans une espèce ne peuvent, a priori, pas émerger. Et tous les comportements à première vue altruistes qui ont lieu dans la nature seraient des comportements qui en ont seulement l'air, mais qui en fait sont purement égoïstes. On peut imaginer, par exemple, chez les abeilles, un mâle qui défendrait la reine des abeilles au péril de sa vie. Alors, présenté comme ça, ça peut avoir l'air altruiste comme comportement, mais en réalité, derrière les apparences, étant donné que la reine est la seule qui puisse assurer la transmission de ses gènes, en fait, le sacrifice du mâle, c'est un comportement qui est génétiquement égoïste. Derrière ce comportement en apparence altruiste, ce qu'on a en réalité, ce sont des gènes qui assurent égoïstement leur perpétuation. Le palier le plus proche de la coopération qu'on peut atteindre par la transmission génétique, c'est le mécanisme de la réciprocité. Alors la réciprocité, c'est quoi ? C'est par exemple un oiseau qui va aller retirer une tique du dos d'un de ses congénères. Alors c'est très certainement pas très plaisant à faire pour lui, mais il va le faire quand même. Pourquoi ? Dans l'optique que l'autre oiseau fasse pareil pour lui quand il en aura besoin. Voilà, c'est ça, la réciprocité. Et c'est ça, le palier le plus proche de la coopération qu'on peut atteindre via la sélection naturelle. Parce que la sélection naturelle fait qu'il y a uniquement les comportements égoïstes qui peuvent être transmis, uniquement les comportements qui assurent la survie et la perpétuation de nos gènes. C'est en tout cas ce que disent tous les biologistes, et si je comprends bien, Jeremy Griffith, il est d'accord avec ça. Il est d'accord sur le fait qu'a priori, la sélection naturelle ne permet pas l'émergence d'une espèce dans laquelle les individus peuvent coopérer entre eux. Et ça pose un problème dans la quête d'intégration de l'univers, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas parvenir au niveau d'intégration supérieur de la matière, qui serait un niveau dans lequel une espèce vivante serait composée d'individus qui coopèrent tous ensemble pour agir en tant qu'espèce comme une entité globale. Sauf que, d'après Jeremy Griffith, dans sa quête d'intégration de la matière, l'univers, il va encore trouver une autre solution de contournement.
Selon l'auteur, il y a un comportement particulier qui a pu émerger dans la nature et qui a permis de dépasser cette limite, c'est le rôle maternel. Parce qu'en effet, dans la plupart des espèces, les mères ont tendance à tout donner vis-à-vis de leurs enfants, inconditionnellement. Et ça, c'est un comportement qui a pu émerger dans la nature, parce que même si en apparence, le comportement d'une mère envers ses enfants, c'est un comportement altruiste, derrière les apparences, encore une fois, on a en réalité des gènes qui prennent égoïstement soin de leur perpétuation. Donc comme c'est un comportement égoïste d'un point de vue génétique, voilà, l'instinct maternel, c'est un comportement qui a pu émerger dans la nature et qui est important pour la survie de l'espèce. Et oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un comportement qui est égoïste d'un point de vue génétique, ok. Mais un enfant, ça, il ne le sait pas. Un enfant, lui, il n'a aucun moyen de se rendre compte que c'est juste un programme génétique qui se déroule. Lui, depuis sa position, il est juste témoin de l'amour que sa mère lui procure. Et comme c'est tout ce dont il est témoin, il finit par intégrer en fait que c'est comme ça que le monde fonctionne. À force d'être imprégné par l'amour, d'être endoctriné par l'amour, pour reprendre les propos de l'auteur, et en fait, à travers le comportement d'amour inconditionnel de sa mère vis-à-vis de lui, un enfant peut intégrer ce comportement d'amour inconditionnel comme son propre mode de fonctionnement, désormais, comme son nouveau modèle de comportement. Selon l'auteur, donc, le fait qu'une espèce ait une nature qui tende vers la coopération, c'est corrélé avec le fait qu'au sein de cette espèce, les enfants sont dépendants de leurs parents pendant une période suffisamment longue. Parce que c'est via le rôle maternel que cette nature peut émerger. Et bien justement, sur Terre, il y a une espèce au sein de laquelle les enfants sont dépendants de leurs parents pendant une période étonnamment longue, bien plus longue que chez les autres espèces en tout cas. C'est nous. Et donc voilà pourquoi nous, on aurait une nature fondamentalement pacifique et bienveillante, et voilà comment cette nature bienveillante, elle aurait émergé. Et si ça avait été transmis par la génétique, en fait, cette nature, elle aurait fini par disparaître, parce que les individus coopératifs, encore une fois, auraient eu tendance à s'éliminer, alors que les individus égoïstes auraient eu tendance à survivre. Que là, en fait, via ce mécanisme, via le rôle maternel, on passe par-dessus la barrière de la génétique, parce que là, ce comportement, ce nouveau modèle de comportement, c'est auprès de tous les enfants de l'espèce qu'il est imprégné, et en plus de ça, il est renforcé de toute façon par chaque mère ou par chaque parent à chaque génération. Donc là, on a bien l'émergence d'une nature coopérative et bienveillante qui est soutenable dans le temps. Et donc pour cette raison, l'auteur, lui, il ne nous voit pas comme une espèce destructrice et diabolique. Au contraire, il nous voit comme une espèce extraordinaire dans l'histoire de l'évolution, parce qu'on représente l'incarnation en conscience des concepts d'amour inconditionnel, de coopération et d'intégration qui sont l'essence même de l'univers. On est les garants du sens intégratif sur Terre, et pour rappel, ce qu'il appelle le sens intégratif, c'est aussi ce qu'il appelle Dieu. On est donc véritablement une espèce à l'image de Dieu sur cette planète. On serait les pionniers d'une nouvelle étape de l'évolution, dans le sens où les milliards d'individus multicellulaires qu'on est tous, on serait capable d'agir de façon concertée les uns avec les autres, et donc on serait la première espèce à grande échelle à être capable d'agir au niveau global comme une seule et même entité unifiée. Et donc notre nature coopérative, qui assure cette cohésion, elle s'exprime à travers nos instincts, et elle s'exprime notamment à travers ce que l'auteur appelle notre petite voix de la conscience, petite voix de la conscience à laquelle l'auteur attribue une origine innée et naturelle, et non pas acquise et culturelle. C'est-à-dire que, d'après l'auteur, l'être humain serait en réalité un animal moral. Et donc sur une planète où les individus des différentes espèces animales sont en compétition les uns avec les autres, pour survivre, pour se reproduire, pour conquérir un territoire, etc. Mais en fait, l'espèce humaine serait la première expérience à travers laquelle la nature, pour la première fois, s'élève au-dessus du concept de compétition, justement,
puisque nous, on ne serait pas animé juste par un instinct de survie, un instinct de reproduction ou encore d'autres instincts compétitifs, on serait également animé par un sens moral naturel. Voilà ce que c'est que l'humanité selon Jeremy Griffith. Et si vous trouvez ça énorme, accrochez-vous parce que vous allez voir qu'on n'a pas fini. Alors, quand on a dit tout ça, l'auteur, lui, il situe l'émergence de notre nature coopérative il y a 5 millions d'années, à peu près. Et quand je dis ça, si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'évolution de l'homme, c'est un nombre qui doit vous faire réagir parce que, aux dernières nouvelles, l'Homo sapiens tel qu'on l'incarne, il serait apparu sur Terre qu'il y a 250 000 ans, à peu près. Nous, on est vraiment tout récent sur cette planète. Donc si l'auteur situe l'émergence de notre nature coopérative 5 millions d'années en arrière, c'est parce qu'en fait, pour lui, la grande aventure de la condition humaine, quelque part, elle n'a pas commencé avec l'être humain tel qu'on l'incarne aujourd'hui, elle a commencé avec nos ancêtres, déjà. En l'occurrence, avec l'Australopithèque, qui, il y a 5 millions d'années, aurait pour la première fois incarné cette nature coopérative, et qui donc aurait vécu dans un état d'harmonie pendant pas moins de 3 millions d'années, jusqu'à l'émergence de l'Homo habilis il y a 2 millions d'années. Donc, ce qui met les choses dans une certaine perspective, je trouve. Parce que vous savez, quand on imagine les êtres humains vivant en harmonie, justement, vivant comme des frères et coopérant tous entre eux, on a tendance à considérer ça comme une utopie irréaliste. Ou comme le monde des bisounours, vous savez, pour reprendre une expression populaire. Et selon l'auteur, un tel état d'harmonie, c'est tout sauf une utopie irréaliste. On a vécu comme ça véritablement, et on aurait vécu dans cet état d'harmonie et de coopération pendant pas moins de 3 millions d'années. Ça fait réfléchir quand même. Et d'ailleurs, selon l'auteur, ce serait pour cette raison qu'on aurait dans nos mythologies cette notion, vous savez, du paradis perdu. Alors, le jardin d'Éden dans la Bible, par exemple, mais c'est pas le seul exemple, c'est une notion en fait extrêmement répandue. Et donc, il y en a qui ont émis l'idée que si l'humanité avait autant ce fantasme du paradis perdu, ça pouvait être en fait parce que c'était une projection de nos souvenirs de l'enfance, où là, forcément, dans l'enfance, tout était harmonieux, tout était innocent, voire même que c'était une projection des souvenirs inconscients de notre vie in utero, où là, forcément, dans le ventre de notre mère, tout était harmonieux. Mais selon l'auteur, si on a autant ce fantasme dans nos mythologies, c'est pas pour ces raisons-là, c'est parce qu'en fait, on a vraiment vécu dans ce paradis. On y a vécu pendant pas moins de 3 millions d'années, et en fait, ce serait inscrit dans notre mémoire instinctive. Dans ces différents mythes, on a le souvenir d'un paradis dans lequel il fait toujours chaud, dans lequel la météo est quand même relativement clémente, dans lequel la nature est luxuriante, dans lequel il y a juste, pour se nourrir, à cueillir des fruits sur les arbres, où ça nécessite absolument aucun effort. Un paradis dans lequel on vit tous en paix les uns avec les autres. Voire dans certains récits, un paradis dans lequel on est complètement nu et dans lequel on fait l'amour toute la journée. L'auteur, en fait, quand il tombe sur ce genre de description, il se dit tiens, c'est curieux, ça ressemble quand même beaucoup à la façon dont les bonobos vivent actuellement. Les bonobos qui sont nos plus proches parents et qui, justement, sont l'espèce de singe la plus coopérative qu'on connaisse. Bon, mais maintenant qu'on a dit ça, pourquoi cette date d'il y a 5 millions d'années, justement? En fait, pour nous donner cette date approximative, l'auteur il va se baser sur l'évolution de notre boîte crânienne. Parce que selon lui, le développement et l'émergence de notre nature coopérative, c'est ce qui va favoriser l'apparition de notre intelligence. Intelligence, alors qui ne sert pas nécessairement l'univers dans son but d'une plus grande intégration de lui-même, mais qui simplement va apparaître comme un effet secondaire de notre nature coopérative. Alors, Jeremy Griffith, lui, il définit l'intelligence de la façon suivante. Pour lui, l'intelligence, c'est la capacité pour un individu à comprendre les relations de cause à effet entre des événements dans le but d'agir sur ces événements.
qui semble être une définition relativement raisonnable de l'intelligence. Alors, je vous annonce, là, sur le point qui va suivre, je dois avouer, j'ai pas complètement compris toute la démonstration. Mais en gros, ce que l'auteur nous dit, c'est que être intelligent, ça suppose de comprendre la relation de cause à effet entre les événements. Donc, quelque part, ça suppose de comprendre l'idée de coopération. Sauf que, comme on l'a vu, la sélection naturelle a tendance à éliminer les animaux qui sont ouverts à l'idée de coopération, justement. La sélection naturelle, elle va sélectionner les animaux qui ont donc un blocage instinctif contre la coopération. Donc les animaux qui ont un blocage contre l'intelligence. Donc, il y a des animaux qui vont avoir une intelligence spécialisée dans un domaine particulier, parce que ça, c'est un véritable avantage en termes de survie. Donc la sélection naturelle, voilà, elle laisse une intelligence spécifique émerger. Mais par contre, jusqu'à présent, aucune autre espèce a été capable de développer une intelligence comme la nôtre, selon l'auteur, parce que dans la nature, les animaux doivent être relativement fermés à l'idée de coopération, qui pourtant est le thème de l'existence. Ah oui, mais nous, comme on a vu, on a été en capacité de dépasser ce blocage et de développer une nature coopérative malgré tout. Donc à partir du moment où on a développé cette nature coopérative, on a pu être ouvert à l'essence coopérative du monde, on a pu reconnaître cette essence du monde, ou, pour paraphraser l'auteur, on a été en capacité de raisonner honnêtement. Donc c'est ça, selon lui, qui aurait permis le développement de notre intelligence. Ça, puis en plus, comme on l'a vu, l'émergence de notre nature coopérative, ça a été fondamentalement lié au fait qu'en tant qu'enfant, on est dépendant de nos parents pendant une période extrêmement longue. Et nos ancêtres, pour s'occuper des enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils les prenaient dans leurs bras. Donc, ils n'avaient pas les mains libres pour marcher à quatre pattes. Donc, ça a entraîné le développement de la bipédie. Et la bipédie, ça présente deux avantages. Le premier, c'est que, certes, ça permet de garder les enfants dans nos bras, mais une fois que les enfants sont assez grands pour pouvoir marcher tout seuls, ça permet d'avoir les mains libres pour manipuler l'environnement. Pour une espèce intelligente en devenir, c'est quand même pratique. Et le deuxième avantage, c'est que ça consomme beaucoup moins d'énergie. Il y a des tests qui ont été réalisés et qui ont démontré que parce qu'on est bipède, nous, en nous déplaçant sur deux jambes, on consomme beaucoup moins d'énergie pour nous déplacer que les autres animaux qui marchent à quatre pattes. Et si on consomme moins d'énergie pour nous déplacer, ça nous laisse plus d'énergie disponible pour le cerveau, qui, lui, est l'organe qui consomme le plus dans notre organisme. Donc voilà, vous voyez que tout va ensemble, mais donc c'est toutes ces raisons-là qui nous ont permis de devenir une espèce intelligente, de plus en plus intelligente même, jusqu'au point de devenir une espèce consciente. Et donc ça veut dire quoi, être conscient ? C'est une vraie question. Prenez le temps d'y réfléchir, mettez la vidéo en pause pendant un moment si vous avez besoin. Parce que typiquement, la conscience, c'est un mot qu'on utilise tous les jours, mais qui, quand on se penche dessus, est pas si facile que ça à définir. Et Jeremy Griffith, alors il nous en propose une définition intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, pour lui, donc la conscience, c'est fondamentalement lié à la notion d'intelligence. Donc, je vous rappelle sa définition de l'intelligence. Pour lui, l'intelligence, c'est la capacité pour un individu à comprendre les relations de cause à effet entre les événements dans le but d'influer sur ces événements. Et en fait, par rapport à cette définition, il rajoute juste une phrase. Il rajoute que, à force de comprendre les relations de cause à effet entre les événements, un individu finit par comprendre qu'il est le centre de ses expériences changeantes et finit ainsi par développer une conscience de soi. Je répète. À force de comprendre les relations de cause à effet entre les événements, un individu finit par réaliser qu'il est le centre de ses expériences changeantes et finit ainsi par développer une conscience de soi. Non, il y a que moi que ça fait kiffer. Non, parce que je trouve qu'on a une définition de la conscience qui est très simple, très claire, et en fait qui quelque part est tellement puissante qu'on a la définition du terme
et l'explication scientifique du phénomène qui coïncide, hein, qui se retrouve dans la même phrase. Je sais pas, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que d'après cette définition, on arriverait à une conscience de soi par déduction vis-à-vis de l'environnement. C'est-à-dire que nos ancêtres, par rapport aux autres animaux, ils ont commencé à comprendre des choses de base hein, sur l'environnement. Ils ont fini par ne plus voir l'environnement comme une simple réalité unifiée, mais par être capable de faire des différences entre les différents éléments qui composent leur environnement. Et du coup, ils ont fini par déduction, par réaliser que ils existaient. Enfin, je sais pas, je la trouve incroyable, moi, cette définition. Et je vous assure que plus on y pense, plus c'est puissant. Et donc, l'auteur, il peut évaluer à peu près le développement de notre intelligence par rapport au développement de notre boîte crânienne. Donc, au vu de l'évolution de notre boîte crânienne, il estime qu'on aurait développé notre nature coopérative il y a 5 millions d'années au stade de l'Australopithèque. On aurait ensuite vécu en accord avec cette nature coopérative dans un état d'harmonie pendant 3 millions d'années, jusqu'à l'apparition de notre esprit conscient avec le stade de l'Homo habilis il y a 2 millions d'années. Et avec tout ça, on arrive au bout de notre petite histoire parce que maintenant, ça y est, hein, on a notre esprit conscient. Et avec l'émergence de notre esprit conscient, c'est là que le grand dilemme de la condition humaine s'est présenté et que les problèmes ont commencé. Parce qu'alors que toutes les espèces animales sur la planète sont orientées uniquement par l'instinct, nous on a été la première espèce à pouvoir être orientée par son intellect. Donc un outil beaucoup plus puissant qui fait qu'on a été la première espèce à ne plus être victime du changement, à ne plus avoir à subir l'évolution, mais à être en capacité de prendre en main notre évolution. Sauf que l'auteur, il nous dit qu'il y a un problème qui se présente. C'est que, certes, en tant qu'êtres humains, on est une espèce qui, au niveau de sa nature, est orientée par l'amour inconditionnel et la coopération, et sauf que notre intellect, ça lui suffit pas. L'instinct, c'est ce qui fait qu'on a envie de faire des choses sans raison apparente, mais l'intellect, lui, il fonctionne pas comme ça. Quand on est une espèce intelligente, on peut plus se contenter de faire des choses parce qu'on a envie de les faire, on a besoin de comprendre pourquoi on les fait. Donc notre intellect, quand il a commencé à fonctionner et donc à prendre les commandes de notre vie, à réclamer son indépendance vis-à-vis de l'instinct, il a eu besoin en fait de tester par l'expérimentation les compréhensions qui étaient correctes et celles qui ne l'étaient pas. Et parmi toutes les idées qu'il a pu avoir, il y en avait certaines qui n'étaient pas forcément alignées avec nos instincts, qui eux sont toujours là, hein, en arrière-plan, on est d'accord. Autrement dit, à partir du moment où notre intellect a commencé à prendre les commandes, notre intellect, il s'est retrouvé à être en conflit avec notre instinct. Et ce conflit intérieur, ça n'a pas été un petit conflit, au contraire, ça s'est avéré extrêmement traumatisant. Pour expliquer ça, l'auteur il prend l'exemple d'un oiseau migrateur qui est poussé par ses instincts à voyager d'une partie du globe à une autre selon les saisons. Si jamais cet oiseau migrateur il était doté tout d'un coup d'un cerveau comme le nôtre, hein, qui lui permettrait d'être en capacité de se poser des questions sur l'environnement et puis d'avoir conscience de lui-même, pendant son voyage, il pourrait apercevoir par exemple sur le trajet une île au loin avec des arbres, des fruits, enfin quoi que ce soit qui pourrait éveiller sa curiosité, et il pourrait être tenté d'y aller. Pour y aller, il devrait dévier de son trajet migratoire, donc il devrait entrer en défiance vis-à-vis de ses instincts. Et donc automatiquement, ses instincts se mettraient à le critiquer en lui envoyant un signal interne extrêmement inconfortable, pour critiquer la décision de son esprit conscient. Esprit conscient qui, par contre, lui, comprend pas du tout ce qui se passe au premier abord. Et ça, c'est le prix qu'on a eu à payer en tant qu'êtres humains pour accéder à la conscience. On a dû subir une critique interne extrêmement violente de la part de nos instincts. Une critique interne extrêmement violente et injuste qu'on a vécue véritablement comme une condamnation. Parce que nous, en plus, on n'a pas été juste en défiance vis-à-vis d'un trajet migratoire particulier.
Nous, notre nature profonde, c'est la coopération et l'amour inconditionnel. C'est de ça dont on a été en défiance. Et donc, quand notre intellect a commencé à fonctionner, et même pas qu'il a commencé à faire des choses mauvaises, hein, si je comprends bien, mais juste parce qu'il a commencé à fonctionner, à raisonner, et ce faisant, à réclamer son autonomie vis-à-vis de nos instincts, nos instincts ont été extrêmement critiques envers lui. Et à travers leur critique interne, nos instincts ils nous ont envoyé qu'on était imparfait, qu'on était inférieur à l'idéal d'amour inconditionnel qu'on porte en nous, qu'on n'agissait plus de façon coopérative et que donc on était nécessairement mauvais, ou même coupable, et même qu'on était inférieur aux attentes de Dieu envers nous quelque part, puisqu'on n'était plus en mesure de se conformer à la perfection du sens intégratif. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à être une espèce qui a été chassée du Jardin d'Éden, en quelque sorte, et qu'on a commencé à croire qu'on était mauvais, alors qu'en fait, non, pas du tout. On l'était pas. On l'était pas simplement au départ, on comprenait pas ce qui se passait et on était incapable de justifier notre comportement vis-à-vis des critiques de nos instincts. La justification qu'on recherchait, Jeremy Griffith nous la donne et au fond, elle est très simple. C'est que quand l'esprit conscient est aux commandes, il ne peut pas se contenter de suivre aveuglément la direction de notre instinct. Il a besoin de comprendre pourquoi il fait les choses. Et pour ça, il a besoin d'apprendre par l'erreur et par l'expérimentation. Selon l'auteur, cette simple justification, elle peut suffire à résoudre la guerre interne qu'il y a entre notre intellect et notre instinct. Le problème, c'est que quand le grand dilemme de la condition humaine s'est présenté pour la première fois, cette justification, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas, et comme on était en incapacité de nous justifier face aux critiques extrêmes de nos instincts, la seule solution qu'on a eue, ça a été de nous couper de ces critiques, donc de nous couper de nos instincts eux-mêmes. Et donc c'est comme ça qu'on est entré en fait dans le déni de notre nature coopérative et de l'amour inconditionnel qu'on porte en nous. Et bien évidemment, ça a été un déchirement intérieur qui, d'un point de vue existentiel, a été absolument tragique. Notre esprit conscient s'en est retrouvé contrarié, c'est le terme qu'utilise l'auteur, état de contrariété qui lui-même s'est décliné en 3 états différents. Un état d'aliénation, vu qu'on s'est coupé de notre vraie nature, un état de colère, en réaction en fait aux critiques injustes de notre instinct, et un état égocentrique avec une ambition sous-jacente de nous justifier face à ces critiques internes. 3 traits qui caractérisent bien le niveau de conscience de l'ego et qui nous résument bien en tant qu'êtres humains. Je pense que vous avez bien reconnu l'humanité dans ces 3 qualificatifs. Et donc c'est comme ça, en nous coupant de notre nature coopérative, que notre rapport à l'existence a changé et que notre expérience de la vie est devenue une expérience souffrante et non plus une expérience extatique. Là où toutes les autres espèces qui sont guidées uniquement par l'instinct ont pu faire l'expérience de la vie en étant bien dans leur peau, si on peut dire, nous, par le simple fait d'être des êtres conscients, on a dû avoir un rapport à l'existence qui a été considérablement souffrant à cause de ce conflit et de cette division interne qui nous a empêchés de ne faire qu'un avec nous-mêmes, mais par lesquels on était obligé de passer, en fait. C'est ça, la condition humaine. C'est ça, la condition absolument atroce qu'on est la seule espèce sur toute la planète à avoir dû endurer. C'est ça, la psychose généralisée dont il nous parle. C'est ça le traumatisme originel par lequel on est quasiment tous impactés et qu'on refoule tous. Et c'est de cette souffrance-là, de cet état psychologique-là, que découlent tous nos comportements destructeurs. Pas parce qu'on serait mauvais par nature, mais parce qu'on a été coupé de notre vraie nature, justement. Pour Jeremy Griffith, on n'est pas une espèce compétitive, on est une espèce au contraire extrêmement pacifique. On est une espèce qui a été faite à l'image de Dieu parce qu'on est véritablement l'incarnation du sens intégratif sur Terre. Selon l'auteur, on n'est pas une espèce compétitive, au contraire, on est l'espèce à travers laquelle, après des millions d'années d'évolution, la nature pour la première fois s'élève au-dessus de ce concept de compétition. On est l'expérience unique de la nature à travers laquelle la nature prend conscience d'elle-même, justement, à travers laquelle elle fait l'expérience d'un nouveau rapport à l'existence et à travers laquelle elle affirme la supériorité de la connaissance sur l'ignorance. Et enfin,
pour que tout ça puisse se faire, on est l'espèce qui a accepté d'endurer une condition absolument atroce pendant pas moins de 2 millions d'années. Ou, pour reprendre les mots de l'auteur, on est l'espèce qui a accepté de marcher en enfer pour servir une cause divine. Et pour lui, c'est absolument impératif qu'on parvienne à résoudre cette bataille entre notre instinct et notre intellect, bataille qui fait de nous les véritables héros de l'évolution sur la planète, mais qui par contre, si on la perd, signifierait l'échec même de l'histoire de la vie sur Terre. Oui, l'auteur parle comme ça. Souvent. Et maintenant qu'on a dit tout ça, il y a quand même une très bonne nouvelle selon l'auteur, c'est que comme notre mal-être il est d'origine psychologique, ça signifie qu'on peut le guérir. Et alors comment on fait pour le résoudre, comment on fait pour guérir de cette condition humaine? D'après l'auteur, on peut en guérir tout simplement en conscientisant et en comprenant le phénomène, et en donnant à notre intellect la justification qu'il cherche depuis 2 millions d'années vis-à-vis des critiques de nos instincts. Et cette justification, c'est cette petite histoire que Jeremy Griffith nous raconte, et que je viens de vous raconter à mon tour. Voilà. Et maintenant que j'ai dit ça, à mon avis, ça doit vous faire tout drôle. Enfin, je sais pas, quand je dis ça, en fait, je vous vois tous en train de bugger devant votre écran et de vous dire j'ai bien suivi toute la vidéo depuis le début, je suis pas sûr d'avoir tout compris, c'était pas toujours clair, et très franchement, là, cette petite histoire, elle vient pas d'avoir un impact particulier sur moi. En fait, si vous vous dites ça, c'est tout à fait normal. Et c'est un phénomène sur lequel Jeremy Griffith insiste énormément, c'est-à-dire qu'il remarque que comme tout ce discours sur la condition humaine, ça appuie sur un conflit intérieur qui est inconscient chez tout le monde, qui est extrêmement enfoui et extrêmement sensible, en général, la première fois qu'on tombe sur ce genre d'informations, c'est très rare qu'on soit en capacité de les entendre. En général, on est sourd aux informations sur le sujet lorsqu'on y est exposé pour la première fois. C'est ce qu'il appelle le diff effect en anglais. Pour l'anecdote, quand j'ai eu l'idée de préparer cette vidéo, il se trouve que je suis allé boire un café chez une amie, et donc je lui ai dit que je comptais faire une vidéo sur ce thème-là, je lui ai expliqué un petit peu ce que je comptais mettre dedans. Voilà, j'ai partagé avec elle tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, j'ai essayé d'être le plus clair possible dans mon explication, et quand j'ai eu fini de lui présenter tout ça, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Et alors quand je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, elle a posé sa tasse de café, et spontanément, comme un cri du cœur, comme pour couper la conversation impérativement, elle m'a dit tu trouves pas que le déca c'est quand même vachement moins bon que le café normal? Effectivement, ça m'avait surpris sur le moment, ce décalage entre le sujet que j'avais abordé avec elle et donc la réaction que ça avait suscité. Et alors, du coup, pour rigoler, je lui ai dit que j'avais pas le choix, fallait absolument que je la cite dans ma vidéo. Donc voilà, c'est fait, j'ai partagé l'histoire avec vous. Petit clin d'œil à elle, c'est une femme absolument formidable en plus. Et alors, qu'on soit clair, quand je vous raconte cette anecdote, je me moque absolument pas d'elle. Parce qu'en fait, c'est très courant comme réaction. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui m'a impacté, moi aussi. Alors, moi, la première fois que je suis tombé sur les travaux de Jeremy Griffith, c'était il y a plus de 10 ans, déjà, maintenant. Et alors, la première fois que je suis tombé dessus, alors j'ai pas fait un rejet complet, j'ai pas mis ça de côté du tout, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai pas l'impression que ça m'ait déprimé ou que ça m'ait mis en colère ou quelque chose de cet ordre-là. Par contre, je me souviens que je nageais mais complètement. Je comprenais mais rien. Mais alors, je comprenais rien, mais j'étais quand même fasciné. En fait, les travaux de l'auteur, ça a été une énigme pour moi pendant des années. Parce que ça a été les seuls travaux qui ont eu cet impact sur moi. Si je prends l'exemple d'un livre, par exemple, si je ne comprends pas un livre, je ne vais pas le trouver intéressant, je vais le mettre de côté, je vais considérer qu'il ne me sert à rien.
Et à l'inverse, s'il y a un livre que je considère comme intéressant ou comme utile pour moi, bah, c'est que je l'ai compris. Logique. Bah, en fait, les travaux de l'auteur, hein, que ce soit ses livres, ses interviews, ses conférences, ses transcriptions, etc., voilà, ça a été l'exception à la règle. Ça a été les seuls écrits par lesquels j'ai été fasciné, alors que je savais hein, que je les comprenais pas. Je les comprenais pas et j'ai été quand même intuitivement persuadé ben, qu'il y avait une information extrêmement profonde dedans. Et alors, je les comprenais pas, mais j'étais pas forcément surpris, si vous voulez, parce qu'après tout, voilà, l'auteur, ben, il parle d'un traumatisme originel qu'on a et qu'on refoule tous. Donc je me disais qu'effectivement, si je comprenais pas tout du premier coup, c'était peut-être pas surprenant. Et je me souviens, en fait, j'avais l'impression de comprendre chaque phrase hein, prise isolément, mais c'est comme si j'arrivais pas à les mettre ensemble. Je me souviens, quand je le lisais, j'avais l'impression d'avoir mon esprit là, qui tournait autour de l'idée principale, mais sans jamais la saisir. C'était extrêmement frustrant. Donc bon, au bout d'un moment, j'ai fini par passer à autre chose. Mais je me rends compte maintenant qu'en fait, inconsciemment, j'ai toujours gardé ces écrits dans un coin de ma tête. Alors bon, déjà, il y avait un petit objectif personnel. Hein, je me disais que ce serait quand même bien qu'un jour, j'arrive à les comprendre. Et puis surtout, je me rends compte avec le recul que bah, je ne pouvais pas m'empêcher de m'y référer. C'est-à-dire que ces dernières années, chaque fois que je me suis instruit sur un sujet particulier, hein, que ce soit en développement personnel, en spiritualité ou autre, je me rends compte que je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, ok, là aujourd'hui tu apprends ça, mais il y a quelques années, tu es tombé sur les travaux de cet auteur qui disait voilà, qu'on a ce traumatisme originel, qu'on refoule tous, qui disait que la nature de l'être humain, bah, c'est d'être coopératif hein, par nature. Bah, ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui, voilà, est-ce que c'est cohérent avec ce que tu as lu à l'époque? Comment ça se positionne par rapport à ça, etc. C'est resté un référentiel quand même. Et au final, alors il y a plusieurs mois maintenant, je me demande même si ça fait pas presque un an en fait, mais bah, j'ai eu envie de me replonger dans les écrits de l'auteur. Et alors quand je me suis replongé dedans, alors je me suis rendu compte déjà qu'à l'époque j'avais mais rien compris du tout. Il y a juste le sens intégratif que j'avais bien compris, que j'avais bien retenu. Mais alors le reste, j'étais passé mais complètement à côté. Donc là ce coup-ci, j'ai quand même beaucoup mieux compris, enfin du moins j'espère. Et j'étais même surpris de ne pas avoir compris du premier coup. Parce que c'était pas si compliqué que ça, en fait. Alors, je sais pourquoi j'avais pas compris à l'époque. Encore une fois, c'est parce que, bah, comme ça parle d'un conflit interne sur lequel on a une protection mentale très forte, eh ben, voilà, on a du mal à le saisir du premier coup. Mais il y avait quand même cet effet d'étonnement. J'étais quand même surpris de ne pas avoir compris du premier coup. C'est pour ça d'ailleurs que dès l'introduction de cette vidéo, voilà, j'ai préféré être prudent et ne pas affirmer que je maîtrisais tout déjà, parce qu'en fait, on peut avoir qu'une compréhension progressive du phénomène. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à préciser ça. Sans pouvoir affirmer avoir tout compris, j'ai quand même beaucoup mieux compris ce coup-ci, ça je pense quand même que je peux le dire. Et alors, comprendre ce que j'ai compris ce coup-ci en me replongeant dedans, ça a été un orgasme intellectuel. J'ai pas d'autres mots. C'est même pas une métaphore en plus. Ça m'avait pris à peu près 3 semaines quand je m'y suis remis là, dans les travaux de l'auteur pour tout relire. Et alors pendant ces 3 semaines, mais chaque fois que je me replongeais dedans, j'avais vraiment une sensation d'extase au niveau du cerveau. Je sentais vraiment à travers ces mots comme une guérison de l'esprit qui s'opérait. Ça a été absolument incroyable comme expérience. Et alors oui, alors quand ça a eu cet effet sur moi, je me suis dit, mais non, c'était pas possible que vous passiez à côté de ça, fallait absolument que je vous en parle, quoi. Fallait que vous sachiez. Donc, alors j'ai laissé passer un peu de temps quand même, le temps de bien m'imprégner, le temps de bien cerner le sujet, le temps de préparer un peu ça. J'ai envoyé une demande à l'équipe de Jeremy Griffith pour leur demander s'ils étaient d'accord pour que je vous la fasse, hein, cette vidéo sur la condition humaine. Et ils m'ont répondu,
Et ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit oui, ils avaient même l'air très enthousiastes à cette idée. D'ailleurs, voilà, ça m'a beaucoup touché, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc vraiment, merci à eux infiniment. Donc tout ça pour dire hein, que si cette vidéo vous a pas parlé aujourd'hui, ah voilà, quelque part c'est normal. Donc vous découragez pas, baissez pas les bras, n'hésitez pas à aller voir les travaux originaux de l'auteur pour aller voilà, plus en détail sur les questions que vous pourriez avoir. Hein. Encore une fois, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et donc, comme l'auteur le dit lui-même, chacun y va à son rythme, et avec le temps, notre esprit se sent plus en sécurité vis-à-vis de ces informations pour aller explorer le grand dilemme de la condition humaine au fond de nous. Et ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment fascinant à explorer. Vous verrez qu'il y a certains éléments qui ont l'air anodins au départ et qui en fait finissent par prendre une dimension qu'on soupçonne absolument pas. Et je peux vous garantir, d'après ma propre expérience, que ouais, c'est vrai que quand on lit ces mots, au bout d'un moment, on sent vraiment comme une guérison de l'esprit qui s'opère. Et même plus que ça, hein, là, si je me base sur les nombreux témoignages que l'auteur a recueillis, il y a beaucoup de gens apparemment, quand ils ont pu faire l'exploration de la condition humaine au fond d'eux, entre guillemets, jusqu'au bout, ça leur a donné accès à un rapport à l'existence absolument extatique. Hein. Apparemment, ça donne accès à un bien-être qu'on ne soupçonne absolument pas. Et ce que j'ai trouvé intéressant d'ailleurs dans les nombreux témoignages que l'auteur a recueillis, c'est que les gens qui en parlent, qui parlent des travaux de l'auteur comme de la plus grande révélation de leur vie, ces gens-là, alors effectivement, ils ont l'air d'aller bien, hein, ils ont l'air de rayonner quand même pas mal, mais j'ai trouvé qu'ils avaient l'air aussi extrêmement ancrés, hein, extrêmement solides et vraiment avec les pieds sur terre, hein, donc vraiment équilibrés. Donc, voilà, pour ceux que j'ai pu voir, hein, en tout cas, mais voilà, je trouve que c'est intéressant à noter. Bon, et enfin, pour conclure sur cette longue vidéo sur le thème de la condition humaine, non, je voudrais juste rapidement faire le lien avec le thème de la spiritualité. Mais en même temps, je pense que vous voyez déjà où je veux en venir. Il faut savoir que donc, Jeremy Griffith, dans ses travaux, il nous parle constamment de l'opposition entre nos instincts et notre intellect. Mais oui, il faut savoir que pour en parler, en fait, régulièrement, il a recours à d'autres termes. Notre intellect, il appelle ça l'ego, et nos instincts, il appelle ça notre âme. Alors, quand il emploie ces termes, est-ce qu'ils ont la même signification que ceux qu'on leur accorde en spiritualité? J'en sais rien. Pour l'ego, oui, très probablement. C'est plus pour l'âme que je me pose la question. Parce qu'en spiritualité, quand on parle de notre âme, alors certes, ça fait référence à notre véritable nature, mais d'un autre côté, c'est pas un niveau de conscience qui se résume à notre génétique, c'est aussi un niveau de conscience auquel on accorde une existence sur un plan de réalité supérieur à celui de la réalité matérielle. Dans les travaux de Jeremy Griffith, il n'y a absolument rien qui suggère ça. Donc voilà, je ne voudrais pas tirer de conclusions trop hâtives et je ne voudrais pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. D'autant plus qu'il y a un point sur lequel il est très clair, par contre, c'est qu'il est très critique vis-à-vis du mouvement New Age, entre autres. Il est très critique vis-à-vis du New Age parce que selon lui, on peut dépasser le dilemme de la condition humaine en s'y confrontant par la compréhension, alors que le New Age nous inviterait plutôt à être dans le déni de la condition humaine en nous réfugiant dans la croyance. Donc la démarche complètement inverse. Alors être spirituel, ça ne se résume pas à ça non plus. Hein. Vous savez que moi, dans mon approche de la spiritualité, être spirituel, ça ne relève pas du tout du dogme ou de la croyance, mais ça relève plus de l'expérience. Hein, et le but, c'est bien de revenir à une unité authentique en soi. Mais simplement, voilà, sans vouloir lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que ça fait des millénaires
qu'on a différents courants spirituels qui nous parlent régulièrement hein, de cette opposition entre l'ego et l'âme. Et là, peut-être pour la première fois, ben, on a une personnalité de la communauté scientifique qui, avec une approche et un discours scientifique, ben, semble reconnaître qu'une dualité de ce genre existe bien, qui nous explique comment et pourquoi elle a émergé, pourquoi c'était inévitable, et comment on la résout. Voilà. Donc, je trouve que ça vaut le coup de se pencher dessus quand même. Et en plus, je suis sûr que personne vous en avait jamais parlé. Et bah voilà, maintenant vous savez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo donc sur le thème de la condition humaine. Vidéo qui aura sans doute été imparfaite. Alors, bon, j'espère que j'aurai choisi la bonne approche. J'espère aussi que j'ai pu retranscrire les propos de l'auteur avec le plus d'exactitude possible. Et si par moment ça n'a pas été le cas, bah écoutez, je m'en excuse. Et puis surtout, ce court résumé, oui, parce que là vous avez la version courte. Hein. Vous imaginez pas tout ce que j'ai dû mettre de côté hein, pour faire cette vidéo en allant droit à l'essentiel. Donc voilà, ce court résumé est loin de tout contenir. Mais malgré ces imperfections, bah, écoutez, cette vidéo j'ai quand même tenu à la faire parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, qui, je l'espère, vous sera utile sur votre propre parcours personnel et puis qui vous permettra d'envisager les enseignements spirituels que vous recevez avec une perspective toujours plus riche. Je remercie encore une fois Jeremy Griffith et toute son équipe pour m'avoir donné l'opportunité de vous faire cette vidéo parce que ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir aborder ce sujet avec vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Paix et amour à vous tous.